Il est 21h30 à Paris et tout de suite, c'est l'heure de l'essentiel politique. L'essentiel politique ce soir, c'est avec Richard Verly. Bonsoir Richard. Bonsoir. Vous êtes journaliste pour le média en ligne suisse Blick et vous suivez l'actualité française avec beaucoup d'attention. On va vous demander votre regard dans un instant. Tout d'abord sur le marathon budgétaire toujours en cours au Parlement. Les députés ont voté ce week-end contre le volet recettes du budget de l'État. C'est maintenant au Sénat de prendre le relais avec toujours cette même question. Aurons-nous un budget avant Noël ? On se penchera aussi sur le débat qui a agité les représentants politiques cette semaine autour du narcotrafic. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, évoque une menace équivalente au terrorisme. Il promet de durcir davantage la répression. Enfin, une phrase qui a fait polémique, celle du chef d'état-major des armées, Fabien Mandon. Il évoque la possibilité d'une guerre avec la Russie, ce qui supposerait d'accepter de perdre des enfants, des Français au combat. Un chef d'état-major des armées ne devrait pas dire ça, a réagi la France insoumise. On commence donc avec le feuilleton budgétaire. Après 14 jours d'examen et d'amendements à l'Assemblée nationale, retour à la case départ pour le budget 2026. Les députés ont rejeté le texte avec 400 voix contre, 84 abstentions et une seule voix pour. C'est donc la copie initiale, celle proposée par le gouvernement, qui va être transmise cette semaine au Sénat. Tout ça pour ça, Richard Verly. Est-ce que c'est navrant ou c'est le jeu parlementaire ? Je pense que c'est le jeu parlementaire, mais à une différence près si on le compare à ce qui se passe dans d'autres pays qui ont l'habitude de ce jeu parlementaire. Je rappelle quand même qu'en Allemagne, l'adoption du budget a pris énormément de temps. Je rappelle qu'en Espagne, on a eu recours depuis 2 ans à une forme de loi spéciale. Donc la France n'est pas dans un cas exceptionnel. En revanche, ce qui est frappant, c'est que vous avez une coalition de facto de partis qui sont d'accord pour ne pas retourner aux urnes. Ça va des socialistes à la droite traditionnelle en passant par les macronistes. On pourrait attendre de ces partis qu'ils se soient entendus sur un point d'arrivée budgétaire. Autrement dit, qu'ils aient en tête ce qu'ils veulent faire ensemble pour le budget, qu'ils le votent ou qu'ils s'abstiennent. Et ce qui est frappant, c'est qu'on a l'impression que rien n'a été coordonné. Au fond, Sébastien Lecornu fait du slalom. Il slalome autant qu'il peut, mais en réalité, il n'avance pas beaucoup. Et ça, c'est navrant, parce que je pense qu'il faudrait qu'il y ait entre ces partis une sorte de pacte de sérieux budgétaire. Et là, tout le monde a l'impression qu'on ne sait pas où on va et que peut-être toutes ces gesticulations, tous ces amendements, tout ce qui s'est passé à l'Assemblée n'aura servi à rien. Si on voulait dégoûter les Français du système parlementaire, on ne s'y prendrait pas autrement. Alors, il y a pourtant un calendrier à tenir. Il faut qu'un budget, en théorie, soit adopté avant le 23 décembre. On y croit encore ou pas du tout ? Je pense que Sébastien Lecornu y croit. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Après, il y a des méthodes, il y a des moyens pour quand même adopter un budget. La fameuse loi spéciale qui avait été adoptée par Michel Barnier, vous vous en souvenez, l'année dernière, ou alors les ordonnances, mais a priori, Sébastien Lecornu a dit qu'il ne le ferait pas, ou alors revenir au fameux article 49.3, là aussi, il a dit qu'il ne le ferait pas, mais après tout, la situation pourrait l'exiger. Ce que je crois, c'est que, au fond, on est en train de passer à côté d'un élément essentiel, c'est la pédagogie du budget pour la population. Un budget, c'est quoi ? Un budget, c'est le carburant que vous mettez dans la voiture France pour l'année à venir. Ça veut dire que ça va décider du nombre de kilomètres que vous allez parcourir, ça va décider de la vitesse de croisière du pays, ça va décider de l'économie. Et là, personne n'en parle. On ne parle que des gains obtenus par un parti ou l'autre. Au fond, ce qui manque dans tout cet exercice, c'est le budget dont la France a besoin. Quels sont les besoins de la France et quelles sont les possibilités de la France ? Parce que, rappelons-le, les contraintes budgétaires, pour le coup, les contraintes financières, sont énormes vu l'ampleur de la dette publique. On va passer à un drame maintenant qui a suscité une vive émotion en France. Le frère d'un militant anti-drogue a été tué il y a 10 jours à Marseille dans ce qui s'apparente à un crime d'avertissement. Depuis, le débat fait rage autour de la réponse à apporter pour endiguer le trafic de drogue. Le tout répressif est-il la solution ? Richard, de quel œil vous regardez ça en Suisse ? Est-ce que les mêmes questions se posent là-bas ? Elle se pose grosso modo de la même façon, à une différence près, c'est que la Suisse n'a pas, à l'exception de Zurich, de très grandes métropoles. Donc vous n'avez pas le même effet de loupe qui est celui que vous avez par exemple à Marseille ou dans la région parisienne. Les villes suisses, Genève, Lausanne, celles qu'on connaît, sont quand même des villes moyennes. Le deuxième élément, la deuxième différence, c'est que vous n'avez pas en Suisse le transit de la drogue qui en France s'ajoute à l'explosion de la consommation. C'est-à-dire
ces convois de drogue qui vont d'Espagne vers le nord ou du nord vers le sud. Et enfin, troisième élément, de ce que m'expliquent les policiers en Suisse, il n'y a pas cette concurrence entre gangs. D'une certaine manière, le trafic de drogue est peut-être davantage contrôlé par une seule mafia. En France, ce qui fait la violence, c'est précisément les gangs. On a beaucoup parlé du clan Yoda, de la DZ Mafia à Marseille, et ça résulte en de nombreuses morts. Après, est-ce que le pouvoir suisse est confronté au même problème, c'est-à-dire explosion de la consommation et explosion de l'arrivée de drogue? La réponse est oui, et je peux vous dire que dans une ville comme Genève, il y a de plus en plus de plaintes sur la prolifération des points de deal. La réponse du gouvernement français, elle, c'est essentiellement plus de répression. De Dubaï à Marseille, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a lancé une offensive tous azimuts. Est-ce que ça peut marcher, cette stratégie? Le tout répressif, c'est ce qu'on vit déjà depuis des décennies. Oui, avec ces questions, enfin, ou plus exactement, ces observations qu'on entend de la part des gens qui sont sur le terrain. D'abord, combien de temps ça va durer? C'est bien de faire des coups d'éclat. Vous vous rappelez les opérations XXL pour nettoyer, ça marche. Mais si les policiers s'en vont après, les dealers reviennent. Dubaï, peut-être que les Émirats Arabes Unis vont concéder un certain nombre d'extraditions, mais il faudrait maintenir la pression pour être sûr que ça dure. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut aussi, à l'évidence, une stratégie européenne. Donc oui, ça peut marcher ponctuellement, mais est-ce que ça peut s'installer dans la durée? Et deuxièmement, moi je suis frappé dans ce débat de deux choses. Vous savez, il y avait Roberto Saviano, l'écrivain italien qui s'est beaucoup et qui se bat beaucoup contre la mafia, qui était à Paris, il a reçu un prix littéraire, il a parlé à pas mal de journalistes et j'en faisais partie. Il a dit deux choses: n'oublions jamais les consommateurs, d'une part, la prolifération de la consommation, et n'oublions pas non plus l'aspect financier, les capitaux de la drogue, les liens avec une certaine oligarchie, peut-être même des fois avec des politiques. En Italie, l'Italie s'est dotée d'un arsenal répressif très fort sur cet aspect-là, alors que pour l'instant, en France, il n'y a pas grand-chose. Autrement dit, à partir du moment où l'argent de la drogue arrive, on le blanchit, et c'est là qu'est le problème, parce que la drogue reste quand même un moyen de gagner beaucoup d'argent et de corrompre beaucoup. On en vient maintenant à cette phrase qui a glacé le sang des Français. Elle a été prononcée par le général Pierre Mandon, chef d'état-major des armées, lors du congrès des maires de France. C'est à eux qu'il s'adressait. Je vous propose de l'écouter. Ce qu'il nous manque, et c'est là que vous avez un rôle majeur, c'est la force d'âme pour accepter de nous faire mal, pour protéger ce que l'on est. Si notre pays flanche parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, parce qu'il faut dire les choses, de souffrir économiquement parce que les priorités iront à de la production de défense, par exemple. Si on n'est pas prêt à ça, alors on est en risque. Et vous l'aurez corrigé par vous-même, c'était bien Fabien Mandon, le chef d'état-major des armées français. Alors depuis, les réactions se sont enchaînées. Plusieurs personnalités politiques lui ont reproché un discours va-t-en-guerre. Lui explique avoir voulu commencer à préparer les esprits face à un contexte qui se dégrade. Est-ce que c'est une erreur de communication selon vous? Nos dirigeants ne devraient pas se montrer aussi alarmistes? Je ne pense pas que c'était une erreur. Je pense que c'est un discours qu'il avait sans doute présenté au chef de l'État, qui avait été approuvé, qui avait été validé. Donc c'est très volontaire de sa part. Et ce volontarisme, c'est quoi? C'est de tirer le signal d'alarme, de dire il faut que la nation, en quelque sorte, redevienne une nation en armes. Et une nation en armes, par définition, elle risque de perdre ses enfants. Après, fallait-il le dire maintenant? Je crois qu'il a manqué une phrase, au fond, qui aurait sans doute évité la polémique, c'est de dire qu'il s'agit de perdre des enfants peut-être demain pour la France et pas pour l'Ukraine aujourd'hui. Parce qu'au fond, c'est ça que beaucoup de gens ont compris, c'est l'idée qu'ils réclamaient que la France perde des enfants pour aller, par exemple, combattre en Ukraine. Ça, on voit bien que les Français n'y sont pas prêts. Mais est-ce qu'ils y sont davantage prêts pour la France? Est-ce qu'ils sont davantage prêts à l'idée d'une guerre? Écoutez, à chaque fois, moi, ce que je constate, c'est qu'à chaque fois qu'un conflit a vu les troupes françaises intervenir. On pense notamment à ce qui s'est passé en Afrique. Il y a eu des morts. Il y a eu des dizaines de morts en Afghanistan. Il y en a eu en Afrique. Et en Afrique, avec malheureusement un résultat sur lequel on peut avoir des doutes, vu ce qui se passe maintenant dans le Sahel, vous n'avez pas entendu les Français broncher. Donc au fond, les Français sont prêts au sacrifice, me semble-t-il. Dès lors que la guerre leur paraît juste,
et qu'elle paraît bénéficier à la France. L'argument au Sahel, c'était le rempart contre le terrorisme. À l'évidence, le conflit en Ukraine et l'idée du rempart contre la Russie, alors qu'il est crédible, eh bien, ça passe beaucoup moins bien dans l'opinion. Malgré tout, c'est une hypothèse à laquelle il faut réellement se préparer, une guerre avec la Russie? Alors, est-ce qu'il faut se préparer à la guerre avec la Russie aujourd'hui? A priori, non. Mais est-ce qu'il faut tout faire pour être en situation de répondre à une menace russe qui deviendrait létale? Oui. L'histoire a montré que par moments, les choses peuvent déraper. Et donc, on peut être dans des situations où, par exemple, des troupes françaises, pas en France, mais que celles qui sont stationnées en Roumanie en ce moment même, pourraient se trouver prises sous le feu des Russes. Ou les pilotes français qui font la police de l'air dans les pays baltes pourraient se trouver confrontés à des avions russes. Donc oui, il y a un risque, mais à mon avis, ce qui manque aujourd'hui, c'est cette pédagogie. Et quand même, il y a cet obstacle. Beaucoup de Français ne croient pas, alors c'est leur droit, ne croient pas que l'Ukraine est à ce point le rempart indispensable pour l'Europe et pour la France, alors que malheureusement, tout démontre que c'est le cas. Merci beaucoup, Richard Verlier, d'être venu sur le plateau de France 24 pour l'essentiel politique. Restez avec nous tout de suite. C'est le journal de l'Afrique qui prend le relais avec Fatima Tawane.